So let's go see The Sorrow and the Pity. Oh, come on, we've seen it. I'm not in the mood to see a 4-hour documentary on Nazis. Dans Annie Hall, Woody Allen et Diane Keaton vont au cinéma voir Le Chagrin et la Pitié, le documentaire le plus célèbre sur la France occupée. Et deuxième classe au PMU. De retour à la maison, le couple débriefe le film de Marcel Ophuls. Boy, those guys in the French resistance are really brave, you know? They have to listen to Maurice Chevalier sing so much. Woody Allen a raison. L'occupation, c'est peut-être d'abord une bande-son. Mais pas sûr que la voix de Maurice Chevalier soit le plus insupportable. Il y a d'abord tous les sons de la guerre, ceux qui accompagnent la population pendant 4 ans, et que les films ont beaucoup fait entendre. Les sirènes qui annoncent les bombardements alliés dans Paris occupé, le piquet des avions allemands dans le ciel de 40, qui mitraillent et terrorisent les civils, l'arrivée fracassante des trains à vapeur dans les gares contrôlées par l'occupant. Il y a aussi beaucoup de chansons, celles qu'on chante dans la rue et malgré le couvre-feu, comme Isabelle Huppert au début d'une affaire de femme, à l'école, avec plus ou moins de conviction, au cabaret, pour le plaisir des officiers allemands, quand le music-hall parisien tourne à plein régime. Il y a aussi les airs qu'on écoute sur le phonographe pour oublier un peu les misères de la guerre. Quand il l'entendait chanter, les poissons venaient l'écouter. Ou ceux qui passent à la radio quand Vichy diffuse sa propagande en chanson. Les Soviets, l'Amérique, pays judaïque, ça vous le verrez bien, perdront cette guerre. Car le son de 40-44, c'est d'abord celui de la radio. L'occupation, c'est une guerre des ondes. Mesdames, Messieurs, nous vous prions d'écouter à présent une causerie de M. Philippe Henriot. Il y a Radio Paris, qui diffuse les discours du maréchal Pétain à l'heure des repas. La famille fortifiée et honorée. Et la propagande antisémite de Vichy, le plus souvent possible, comme ici Jean-Louis Richard dans Le Dernier Métro, critique de théâtre collabo en plein enregistrement. Doit être purgé des Juifs, depuis les combles jusqu'au trou du souffleur. Et il y a Radio Londres, écouté en secret dans la chambre à coucher. Le Parisien ne sort jamais sans sa canne, 2 fois. Ou en famille, pour suivre les progrès des Alliés sur le front. Du nord, du centre, de l'ouest et de l'est de l'Allemagne. Radio Londres, dont les messages poétiques et cryptés réjouissent les cheminots résistants de René Clément. Le chat sort du sac. Et laisse pantois le vieux maréchaliste Michel Simon, qui n'y comprend plus rien. Les carottes sont cuites. Pour qui? Mais que raconte le cinéma français quand il raconte l'occupation? Eh bien d'abord la défaite militaire de 40, le traumatisme originel. Les chœurs de la Wehrmacht célèbrent la victoire allemande sur la France, et les films racontent la détresse et la peur qui s'ensuivent. La destruction des villes et l'exode, la fuite des Français du Nord pour échapper au bombardement de la Luftwaffe. Les fictions utilisent souvent des documents d'époque. Dans Le Train de Pierre Granier de Fer, ils alternent avec les scènes reconstituées en couleur. Pendant longtemps, les films français sur l'occupation racontent une histoire simple, une fable triste, celle d'un pays victime, envahi par le mal. Pendant longtemps, il n'y a qu'un monstre, l'Allemand. Et face à lui, un peuple uni qui a beaucoup souffert en silence. Rien ne doit abîmer ce tableau de dignité bafouée. Dans les années 50, ce qu'on voit et ce qu'on veut voir sur les écrans, c'est le récit de l'innocence blessée. L'innocence de la petite Paulette, Brigitte Fosset, qui perd ses parents sur les routes de l'Exode. Dans l'après-guerre, cet enfant perdu rappelle à tous le drame qui vient d'avoir lieu. Les films témoignent des souffrances quotidiennes, la présence allemande partout dans Paris, les restrictions alimentaires, les mêmes plats qui reviennent. Oh, encore des patates. La faim qui travaille le pays. Où est-ce qu'ils sont les rognons maintenant? Ce sont les Allemands qui les prennent, naturellement. Ils ont bien le droit. Aux vainqueurs, les rognons. Dans La Traversée de Paris, Claude Autant-Lara élève le marché noir au rang de folklore national. Le cochon de Jambier est devenu un lieu de mémoire. Dites-moi, monsieur Jambier, maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il? On manque de tout, d'essence par exemple. Et donc on voit beaucoup de vélos. Dans Les bons et les méchants de Claude Lelouch. J'entends pas. Appuie. Dans Lucie Aubrac de Claude Berry. Chez René, dans Hiroshima mon amour. Ou dans La Combe-Lucien de Louis Malle. Et puis il y a la ligne de démarcation. Frontière artificielle créée par l'armistice qui coupe le pays en 2 zones. Frontière que les réfugiés traqués par le Reich tentent de franchir au péril de leur vie. Et ligne qui symbolise les contrôles d'identité permanents et la botte nazie qui est tombée sur le pays. Vos papiers? Car le cinéma français de l'époque est d'abord un exercice de détestation. La violence n'a qu'un visage, l'allemand. C'est le Boche, le Fritz, qui est cause de toutes les misères. Les films ne font que réveiller la haine qu'on a éprouvée pour lui.
il faut se rappeler qu'on détestait l'occupant. Le bourreau qui torturait les hommes libres. Et face à lui, face à l'Allemand, il n'y a que la résistance. Peu importe que peu de Français s'y soient engagés, les films d'alors conservent la mémoire des résistants. Ils sont faits pour célébrer leur courage et leur martyre. Résistance passive chez Melville, un père et sa fille refusent de parler à l'officier allemand qui s'installe chez eux. Résistance individuelle chez Bresson, qui filme comme une épopée les gestes du prisonnier qui s'évade de la prison allemande. L'évasion comme geste absolu. L'évasion comme ADN de la France occupée. Résistance collective, enfin, des cheminots de René Clément, avec sa bataille du rail, qui décroche le grand prix du premier festival de Cannes d'après-guerre. Les cheminots y apparaissent comme l'âme du pays. Puis avec les années, le ton change. Les années 60 et 70 inventent un genre nouveau qui traite la période par le rire, la comédie d'occupation. L'histoire devient une farce, et la grande vadrouille remplace Jeux interdits. Après avoir beaucoup pleuré, on va beaucoup rire. Rire de Monsieur Ramirez, par exemple, collabo hystérique dans Papy fait de la résistance. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne Pas comprends la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis! Mais rire de l'allemand, surtout. En quelques années, le monstre est devenu un bouffon. Il ne fait plus peur, il fait pitié. Tout est bon pour se payer sa tête et ruiner sa réputation. Par exemple, un tapis mal fixé. On se moque de ses cris et hurlements, de son mauvais accent français, Attention! Je vais me fâchir! de ses fautes de syntaxe. Juif, vous avez l'air. Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Vas? On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Le résistant n'est pas épargné par cette vague burlesque. Il est encore célébré, mais sur des modes de plus en plus fantasques. On devient résistant sur un malentendu dans La Grande Vadrouille. Le résistant devient même un sex symbole dans Babette s'en va en guerre de Christian Jacques, avec Brigitte Bardot, himself, en chef de réseau. Ou un super-héros dans Papy fait de la résistance, avec Martin Lamotte, sommet de la parodie, jamais égalé depuis. Le dernier grand rire du cinéma français sur l'occupation. À plein front! L'Armée des Ombres de Melville sort l'année où De Gaulle quitte le pouvoir et c'est une rupture. Jamais un film sur cette période n'avait été aussi sombre. Chez Melville, les résistants deviennent des anti-héros magnifiques. Et la lumière sombre de Pierre Lhomme fixe une nouvelle couleur pour l'époque. Sur les écrans, les années d'occupation deviennent peu à peu les années noires, la mémoire revient, et les tabous tombent un par un. Déjà, Resnais et Duras avaient abîmé le tableau trop lisse de la France unie. Dès 1959, Hiroshima mon amour évoquait la période comme une guerre civile, une déchirure intime pour le pays. Emmanuelle Riva y raconte comment elle a aimé un Allemand pendant l'occupation et comment elle a été punie pour cela. D'un coup, la libération heureuse de 1944 ne va plus sans son envers, l'épuration indigne. Dans Le vieil homme et l'enfant, Claude Berry s'inspire des photographies de Robert Capa pour reconstituer le défilé d'une femme tondue, punie pour avoir couché avec l'occupant. La même image, le souvenir atroce des tondus, hante la faim des uns et des autres, de Claude Lelouch. Les films éclairent désormais tous les coins sombres de la période. La France maréchaliste et son attachement à Philippe Pétain. La France collabo et sa haine antisémite. Sale juive, sale juive. L'existence des camps d'internement en France pour les résistants et les étrangers. Le régime de Vichy et sa collaboration avec Hitler, reconstituée par Jean Marbeuf dans Pétain. Les histoires racontées sont de plus en plus sombres. Lacombe Lucien, jeune paysan sans qualité qui dénonce un résistant par désœuvrement et observe impassible les conséquences de son acte, avant de finir lui-même en petit bourreau content de lui. J'aime pas qu'on me tutoie. Albert Delahousse, jeune homme ordinaire qui se rêve en chef de réseau, dans Un héros très discret de Jacques Audiard, et s'invente après-guerre et avec une bonne mémoire une belle biographie de résistant, aussi héroïque que mensongère. 1943, intensification de la lutte contre la résistance. Mais ce qui va noircir pour toujours la mémoire cinéma de l'occupation, c'est le crime commis contre les Juifs par Vichy. Après une longue période d'amnésie, le sujet devient central. Dans Partir-Revenir, Claude Lelouch montre les rafles des Juifs en pleine campagne, après dénonciation. Dans Monsieur Klein, Joseph Losey montre l'organisation méthodique de la police française à Paris, qui se déploie pour la rafle du Veldiv.
Le louche encore montre comment la Gestapo venait dans les écoles pour arrêter les enfants juifs cachés. 7 ans plus tard, on retrouve une scène similaire à la fin d'Au revoir les enfants de Louis Malle, quand le jeune Bonnet est arrêté par la Gestapo devant ses camarades. À l'écran, la mémoire de l'occupation n'est plus qu'une mémoire de l'horreur. Le nazi redevient le personnage de monstre qu'il était après-guerre, la figure du mal absolu, capable de transformer le plus doux des hommes en tueur de nazis. Dans le vieux fusil de Robert Enrico, ne reste de l'occupation que ce temps de supplice qui a coupé le pays et l'histoire de France en deux. Quelques années qui ont comme assassiné le bonheur pour toujours. Et pourtant le bonheur avait existé, un après-midi de 44, sur une route de campagne. That movie makes me feel guilty. Well, because it's supposed to.